Ce soir-là, ils étaient tous là. Aucun protocole, même pas un seul coup de fil. Ils se sont spontanément invités sur le plateau spécial de la TFM. Et moi, j'y étais déjà depuis au moins 12 heures. 12 heures en direct sans interruption avec mes collègues. Tous étaient mobilisés, soit sur le terrain, soit à la régie ou encore à la rédaction. Ce soir-là, du 23 juin 2011, le Sénégal a failli basculer dans le chaos. Cette place, qu'est-ce qu'elle m'évoque? C'est bien entendu le 23 juin. Le 23 juin où vraiment toute cette place était, on va dire, noire de monde. Où voilà, il y avait vraiment une effervescence, il y avait vraiment une volonté des Sénégalais à vouloir faire reculer une loi. Vu qu'ils avaient une majorité de députés qui pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, qui pouvaient vraiment tripatuer notre constitution, alors que ce jour-là, les vrais députés étaient de ce côté, c'est-à-dire c'était le peuple sénégalais qui a vraiment voilà, décidé de, on va dire, montrer que le pouvoir, c'est eux. Vraiment, il y a le sang qui coule partout. Cette matinée du 23 juin 2011 est sans doute l'un des pires cauchemars de Maître Abdoulaye Wade et de son parti, le PDS, Parti démocratique sénégalais, arrivé au pouvoir en 2000. Pendant que l'Assemblée nationale votait un projet de loi instituant un ticket présidentiel pour l'élection simultanée d'un président et d'un vice-président, la capitale, Dakar, était à feu et à sang. Wade avait introduit une disposition dans la Constitution que désormais le président et le vice-président seront élus, n'est-ce pas, au suffrage universel. Et cela avait amené l'opposition vraiment à se mobiliser, y compris la société civile. Et ce jour-là, vraiment que le peuple est sorti et devant les grilles, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale pour manifester son opposition. Il s'agissait d'une loi constitutionnelle, donc allant dans le sens de réviser ou de modifier le dispositif institutionnel au Sénégal, avec non pas l'instauration d'un poste de vice-président de la République au Sénégal, parce que le poste a été créé depuis la révision constitutionnelle de juin 2009, mais le fait de lier du point de vue électoral le destin du président de la République à celui du vice-président, c'est-à-dire qu'au moment où on élisait le président de la République, on devait élire en même temps un vice-président. Ça, c'était une des premières innovations de la loi. L'autre innovation, c'était le mode de scrutin. Parce qu'en fait, le ticket président-vice-président pouvait être élu dès le premier tour avec un suffrage égal à 25% des suffrages exprimés. Et ça pouvait poser problème parce que de fait, il s'agissait simplement d'une suppression du second tour des élections. D'autres innovations aussi pouvaient être constatées dans cette loi du 23 juin, notamment la possibilité pour le vice-président de remplacer le président de la République, ce qui constituait peut-être une sorte d'instauration d'un dauphinat, parce que d'habitude au Sénégal, le président de la République, en tout cas avec la Constitution de 2001, en cas d'empêchement définitif, devait être remplacé
par le président du Sénat qui devait organiser des élections dans un laps de temps bien déterminé. Une troisième innovation, c'est que le vice-président, il était élu en même temps que le président de la République. Mais avec la loi, si le vice-président de la République était touché par une incapacité définitive, le président de la République avait la possibilité de nommer quelqu'un vice-président, ce qui constituait ou ce qui pouvait constituer une atteinte à la démocratie, parce que là, une autorité élue était remplacée ou pouvait être remplacée par une autorité nommée. Donc globalement, ce sont les différentes innovations ou les principales innovations qu'apportait cette loi du 23 juin 2011. Le gouvernement du Sénégal adopte le projet de loi le 16 juin 2011. La commission des lois de la représentation nationale s'y penche aussitôt quelques jours après. Le texte est en effet introduit en procédure d'urgence avec la certitude d'un vote favorable de la majorité mécanique pour reprendre l'opposition quasi impuissante. Les députés libéraux, sauf quelques rares d'entre eux, semblent vouloir dicter leur loi aux yeux de Cheikh Bamba Dièye, alors député de l'opposition. Je me souviens en commission de l'avoir dit, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi pensez-vous que les lois au Sénégal sont juste un habit que l'on taille ou que l'on rallonge au gré de ses intentions ou de ses envies? Qu'est-ce qui vous arrive au point que vous pensez que vous puissiez aujourd'hui faire passer cette loi? Est-ce que vous pensez sincèrement que le peuple sénégalais va vous laisser faire? Et je conclus en leur disant qu'absolument, vous n'y arriverez pas. Et si je vous le dis, vous pouvez me faire confiance. On ne sentait pas l'intérêt supérieur de la nation primer sur les débats et qu'ils étaient parfaitement conscients de l'enjeu. Il ne parvient pour autant pas à être convaincant. Le fils de Saint-Louis décide alors de changer de méthode. Nous sommes le 21 juin 2011. Oh, ayuma. Oh. Ayuma li ngay wax. Lorsqu'il s'est enchaîné, évidemment, les forces de l'ordre sont venues pour l'obliger vraiment carrément à quitter les grilles. Mais bon, l'un dans l'autre, bon, lui, l'effet qu'il cherchait, c'est que, bon, que la presse en parle. Je pense que lui-même, il a mûri son acte, n'est-ce pas, avant de se lancer. C'était un grand geste. Artistique, moi, personnellement, mon analyse en tant qu'artiste, je dirais que c'était d'abord original. Venant de Cheikh Bamba Dièye aussi, c'était quand même très très bien parce que il fait partie des plus jeunes leaders politiques. Il était aussi le premier à montrer qu'il n'était pas content. C'est un message fort. Et nous, quand nous avons vu cette image, on s'est dit, nous n'avons pas le droit aussi de croiser les bras. Cheikh Bamba a raison. Mais allons soutenir le geste de Cheikh Bamba Dièye en faisant autre chose. Évidemment, il y avait toute l'arrogance et ensuite, quelque part, un tout petit peu cette distance qui existe et qui est souvent dommage entre l'homme politique qui est à la tête d'un État ou qui a un pouvoir avec son peuple ou avec surtout les réalités de son peuple. La seule situation qui était intéressante, c'était que les gendarmes qui étaient en faction devant l'Assemblée nationale ne puissent se douter de rien. J'ai convoqué un groupe d'amis sans pour autant leur dire qu'est-ce que j'allais faire. J'avais pris une symbolique de chaînes, un nombre de chaînes qui était symboliquement très intéressant. J'en avais pris 7, je crois, et avec des mesures et des longueurs qui étaient très compris pour beaucoup. Et ensuite, j'avais confié à mes amis, à chacun un point de mon corps à attacher dans un délai de moins de 20 secondes. On n'a pas l'habitude de voir nos dirigeants agir de cette façon. Pour la première fois, un député, a eu l'intelligence de poser un acte qui était beaucoup plus fort que tout ce qu'on aurait pu dire par la suite. Lui, qui symbolise la parole du peuple, s'il s'attache, le symbole c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est la volonté du peuple sénégalais qui est attachée. Alors je me suis dit qu'il fallait
que je puisse les choquer, choquer leur esprit, choquer leur réflexion, les choquer dans leur situation de Sénégalais. Il me fallait une image très forte et ensuite compter sur l'intelligence des Sénégalais pour faire le reste. On avait vu les Barthélémy Dias qui ont aussi mené leurs actions à Sandaga et on s'est donné rendez-vous le 22 à Daniel Bretier, après Cheikh Bamba Dièye, où on va dire les politiques, les mouvements citoyens s'étaient retrouvés pour justement une tactique. Cette rencontre du 22 juin 2011 au centre Daniel Bretier de Dakar allait attirer les regards du monde entier sur le Sénégal. Elle se termine en queue de poisson. Les leaders de l'opposition et de la société civile prônent la dénonciation à l'échelle internationale de ce qu'elles appellent les manœuvres anticonstitutionnelles de Wade et de son régime. Thiat, un des leaders du mouvement Y en a marre, pour sa part, se démarque. Il s'empare du microphone, s'oppose à la démarche et initie aussitôt une manifestation improvisée. Des centaines de jeunes le suivent sur la place de l'Indépendance. Il était question de parler de pétition, de saisir l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies. On s'est dit non, ça se passe dans notre pays et il faut agir maintenant. Ceux qui étaient présents dans la réunion n'avaient pas trop apprécié le discours de Thiat qui demandait à tout le monde de sortir pour qu'on aille au palais. Il y a une partie de la masse qui nous a suivis. Dès que nous sommes sortis pour aller, à peine arrivés à la place de l'Indépendance, les policiers ont commencé à charger. Ils ont commencé à tirer. Nous étions comme ça. Et quand nous avions fait comme ça, c'était pour dire que nous manifestons dans la paix. Ils ont tabassé certains, surtout Thiat, ils l'ont malmené, ils l'ont maltraité. Ils nous ont embarqués dans le bus et puis ils nous ont amenés. J'étais chez moi, Fadel m'a appelé pour me dire d'écouter la radio. J'ai appris qu'ils ont été arrêtés et j'étais en contact permanent avec Fadel, Djili et les autres. Je les appelais souvent pour avoir des infos. Dès qu'ils m'ont donné, je mettais ça sur la page Facebook, j'envoyais ça par texto au chef d'esprit. Chaque minute qui passait, voilà, ils vivaient ça en direct. Même ceux qui n'étaient pas là au Sénégal, ils pouvaient voir ça. Pas plus de deux. Avant d'arriver du côté du commissariat central, on avait vu des policiers en face qui tiraient des lacrymos. Et les jeunes qui commençaient, il y avait des échanges de pierres, mais on leur a dit non, stop, on s'assoit. Quand ils ont repéré que voilà, on avait fait asseoir les gens, et ils se disaient voilà, c'est la personne qu'il faut mater. Et ils m'ont appelé pour essayer de négocier un peu. Et quand je suis arrivé, ils m'ont pris, ils m'ont amené et ils ont commencé à tirer des lacrymos et la foule s'est dispersée. Et c'est là où ils sont mis à me donner des coups un peu partout, sur le visage, et voilà. Quand je suis allé vers les médias, ce n'était pas pour dire voilà, voilà ce qu'ils m'ont fait, voilà je suis un guerrier, non. C'était tous ces jeunes qu'on voyait qui se faisaient évacuer par les pompiers, par les ambulances, qui n'avaient pas la possibilité d'aller vers les médias, qui n'avaient pas la possibilité de montrer que voilà, la jeunesse avait décidé de dire non. Nous on avait accès aux médias. Voilà ce qu'ils ont fait à cette jeunesse. Parce que moi encore, même je boitais, c'est vrai, j'avais l'œil ensanglanté. Mais comme j'ai dit, il y en a qui ont perdu un œil, il y en a qui s'étaient cassé le bras, il y en a qui ont reçu des balles. Il n'y aura plus jamais ça dans ce pays. On ne va plus laisser aux politiques le soin de nous dicter leurs lois et de nous dire, de nous faire ce qu'ils veulent. C'est fini. Cette jeunesse qui prend des balles, qui prend des matraques, qui prend des coups, qui prend les gaz lacrymaux, qui se fait verser de l'eau chaude par des chars. Voici cette jeunesse. Attendez. S'il vous plaît, ne ñëpp ñibbi ba demain. Loolu lañ leen di ñaan. Boo leen ko defee ñi nekk ci biir mën a gën a. Waaw. Waaw, mais tout ça, ça sera réglé. Nous le savons, mais aujourd'hui, la réunion est terminée. C'était une réunion. En 2000. Maintenant, c'est terminé pour lui. On va le dégeler au lot. Le temps n'était plus au discours. Voilà les mots qu'ils ont utilisés. Que le temps n'était plus au discours, qu'il fallait agir ici et maintenant. Parce que vraiment, le régime de Wade en faisait trop. Et voilà. Donc, au moment où les adultes, les responsables des partis étaient à l'intérieur,
un groupe de jeunes est sorti et ils ont commencé vraiment à manifester au niveau de la place de l'Indépendance. Et c'est à ce moment que la police a chargé et on a arrêté certains d'entre eux. Voilà comment ce qui s'est passé vraiment le 22. La seule manière, c'était vraiment de montrer une détermination. Et voilà, le combat, il était là, mais il n'était pas dans des pétitions. D'ailleurs, même je me demande si il n'y avait pas, disons, cet événement du 22, est-ce que le 23 juin aurait eu l'éclat, n'est-ce pas, qu'il a eu? Je ne suis pas trop sûr. Les jeunes étaient prêts à tout, vraiment pour défendre une fois de plus la Constitution du Sénégal. Les manifestants qui ont pu échapper aux menottes assiègent le commissariat central de Dakar pour exiger la libération sans délai de leurs concitoyens. On les attend, ils n'ont qu'à les libérer parce qu'ils défendent la cause des Sénégalais. Ce sont des Sénégalais épris de justice qui pensent au développement de leur population et c'est pour cette raison qu'ils sont descendus dans la rue pour manifester leur mécontentement par rapport à ce projet de loi-là. On dit non et on dit non. Inch'Allah, même s'ils devaient passer sur notre cadavre, ils n'ont jamais voté cette loi-là. On se battra. Dans les locaux du commissariat, pendant ce temps, l'ambiance est plutôt fraternelle. Des policiers qui étaient là, qui discutaient avec nous, qui quand même nous respectaient. Ils ont vu que c'était leurs frères, ils n'ont pas arrêté des vagabonds, ils n'ont pas arrêté des bandits, ils n'ont pas arrêté des fumeurs de chanvre, ils ont juste arrêté des manifestants. Ils n'ont ni montré qu'ils étaient avec nous, ils n'ont ni aussi montré qu'ils étaient avec le pouvoir. Ils ont juste joué le rôle de gardien de la sécurité publique. Nous aussi, on n'avait aucune pression, on n'avait pas peur. Parce que nous sommes un mouvement très engagé qui était prêt à subir tous les coups possibles, même s'il fallait mourir, on est encore prêt. Parce que nous pensons que le Sénégal vaut le coup. Point. On est prêt à défendre, voilà, commander place Yoff. Et c'est là-bas que nous avons passé la nuit. Ce n'est qu'à partir que vers 19h que nous avons été libérés après que le ticket a été retiré. Le monde de la musique, notamment du rap, a joué un rôle incontestable dans la mobilisation et la sensibilisation des Sénégalais, toutes couches confondues. D'ailleurs, au premier rang des manifestants, l'on a noté l'engagement de rappeurs connus, des membres de Da Brains, du mouvement Y en a marre, dont les principaux membres fondateurs sont les Kaolackois du groupe Kër Gui. Y en a marre, une association citoyenne portée sur les fonds baptismaux le 18 janvier 2011. Quand nous avions créé le mouvement Y en a marre, c'était pour s'opposer à toute forme d'injustice, par exemple, et puis pour vraiment engager les jeunes dans l'espace politique, et puis aussi pour qu'on ait quand même des mouvements qui ne s'identifient à aucune idéologie politique et qui donne sa contribution pour la démocratie, pour l'évolution de la démocratie ou bien pour la promotion de la démocratie au Sénégal. Ce sont des porteurs de voix, l'essentiel des membres de ce mouvement ou des dirigeants de ce mouvement. Très écoutés par la jeunesse parce qu'ils interviennent dans un genre musical qui est très prisé par la jeunesse sénégalaise, notamment le rap. Heureusement qu'ils n'ont pas arrêté, ils se sont érigés en structure d'éveil pour la démocratie au Sénégal. À la base, c'est un mouvement vraiment créé par des journalistes, des étudiants, des jeunes cadres à l'image de Marindella, voilà, qui étaient là en train de discuter, et des rappeurs, le groupe Kër Gui. C'est eux, on va dire, qui ont créé le mouvement Y en a marre. Mais c'est vrai que la partie du hip-hop, on va dire la partition du hip-hop, c'est ça l'essence du hip-hop. Revolution, Act, Population, rap. C'est ça le hip-hop. Et dans l'international, ça donne une bonne image au hip-hop sénégalais. Ceux qui font du rap, ils sont devant. C'est ceux qui se battent auprès des populations, qui réussissent à changer les mentalités, à inscrire les jeunes sur les listes électorales. Ce sont ces jeunes-là qui étaient là. C'est ce hip-hop qu'on connaît. Je suis fier d'appartenir à ce hip-hop sénégalais qui était là. Même, il y avait plein de hip-hopeurs qui étaient là et qui ne font pas partie du mouvement Y en a marre.
il y avait une certaine monotonie. Les populations n'entendaient plus ce que les politiques disaient parce que c'était devenu redondant. Ouais, mais permettez-moi de parler en wolof parce que sénégalais yi laay waxal sénégalais yi mooy surtout ñu commencé ci sëriñ si ci ñoom laay commencé ñu ngi toog di seetaan Ablaye Wade di taal dëkk bi te mën nañ ci dara nañu génn wax ak Ablaye Wade que ni ñun dañuy dee rek mais bëggatuñu ko nañu génn wax ak moom maa ngi wax sëriñ si ni ñu yëg ni fi ñu taxaw nii état bi jël nañ seeni gars armé leen ñu tiré suñu kaw rey nañ ñeenti nit rey nañ 4 personnes déjà te ñun duñ ay traître duñu rey ñeent ba pare te ñun ñuy dund Ablaye Wade du dund soit ñun ñëpp ay deewandoo. Nous sommes les députés, 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 nous sommes les députés. Nous, quand je dis nous, je veux parler du mouvement Y en a marre. On avait écourté une tournée de sensibilisation des jeunes sur les listes électorales. On était très loin, on était à l'intérieur du pays, on était vraiment au nord, dans la chaleur, en train d'inscrire les jeunes sur les listes électorales. Et à un moment, on s'est dit, cette question de le ticket présidentiel, c'est vraiment un problème. Les morts, fort heureusement, ne seront pas confirmés. En revanche, un nombre important de blessés avait été relevé. Touche pas à ma constitution. Les Sénégalais opposés au projet de loi s'étaient passé le mot et avaient joint l'acte à la parole. L'introduction du texte en procédure d'urgence semble avoir mis le feu aux poudres. L'urgence, elle peut nous venir du droit communautaire. Parce que si on regarde le protocole de la CEDEAO, il interdit toute modification substantielle du dispositif électoral à moins de 6 mois de la tenue des élections. Si on avait dépassé le mois de juin, on n'aurait plus la possibilité de modifier le dispositif électoral, le substantiel électoral, sinon par consensus. Ensuite, procédure d'urgence, c'était peut-être pour prendre de vitesse toute la classe politique sénégalaise et aussi le peuple sénégalais, pour que, avant que les gens aient la possibilité de réagir, pour que la loi puisse être adoptée et appliquée. S'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Je n'ai rien fait. Il m'a fait Wallahi lazim. Jamais la charte fondamentale du Sénégal n'aura été aussi instable depuis l'arrivée de Wade au pouvoir en 2000. Au moins une quinzaine de modifications. Mais cette fois-ci, une suspicion de taille macule son projet. Je pense que c'était véritablement fondé. Le premier niveau, c'est que le peuple commençait à être excédé par les multiples révisions du président de la République, les multiples révisions de la Constitution. La Constitution en était peut-être à ce projet-là, c'était, je pense, le 17e projet de révision de la Constitution du Sénégal en 10 ans, et ça posait problème. On lui reprochait de mettre en place un dispositif de dévolution monarchique du pouvoir pour permettre, on va le dire, pour permettre en fait au président de la République de quitter le pouvoir au profit de son fils. Karim Wade est alors ministre d'État, ministre du Transport aérien, des Infrastructures, de la Coopération internationale et de l'Énergie. L'opposition le surnomme le ministre du Ciel et de la Terre. Je ne saurais dire de façon péremptoire que c'était fondé, mais le simple fait d'instituer ces tickets président, vice-président, et compte tenu, disons, de l'âge avancé du président de la République,
tout le monde était fondé à croire qu'effectivement, il était en train de préparer la place à son fils. D'ailleurs même, qu'est-ce qui a amené les gens à penser à cela? C'est le portefeuille, disons, la dimension du portefeuille qu'il a confié à son fils, qui fait que quelque part, bon, les gens se disaient que oui, il est en train de préparer son fils pour la succession de ce qu'ils ont appelé la succession monarchique, n'est-ce pas, de son fils. Donc, est-ce que c'était vrai ou c'était pas vrai? Mais en tout cas, les actes que le Wade a posés avant même le ticket, en tout cas, pourraient nous amener à croire qu'effectivement, c'était ça le soubassement vraiment de cette loi. Nous, on s'intéressait à la Constitution, à la protection des acquis démocratiques, à la sauvegarde des acquis démocratiques. Maintenant, ça c'est des opinions, ce n'est pas le débat. Parce que pour que cela soit possible, il faut que le ticket passe. Nous, on était beaucoup plus préoccupés à ce que le ticket ne passe pas. Je pense qu'il y a des indices qui ont été donnés depuis l'élection présidentielle de 2007. Il y a le fait d'abord que le président de la République semblait vouloir débarrasser de son entourage toute personne ayant la carrure de pouvoir être un jour président de la République, son successeur. Ensuite, il y a eu les différentes interpellations dont le président de la République a fait l'objet. Et par rapport à aucune de ces interprétations, il n'a eu à démentir sa volonté de devoir mettre son fils président de la République. Ou alors de vouloir mettre son fils président de la République. Enfin, il y a eu aussi la place de plus en plus importante que son fils prenait au niveau de l'architecture gouvernementale, de l'architecture institutionnelle du Sénégal. Et certains ont eu à penser, à juste ou à tort ou à raison, que le poste de vice-président, peut-être dans un premier temps, n'allait pas lui être dévolu, parce qu'on imagine mal les Sénégalais élire un père et un fils en même temps, mais que dans un premier temps, où le président Wade pouvait choisir un autre colistier, partir avec lui aux élections, être élu peut-être au premier tour avec 25%, de toutes les façons il l'aurait obtenu, il a obtenu plus de 30% au premier tour, donc partir avec un autre colistier, être élu au premier tour, et ensuite exercer des pressions d'une façon ou d'une autre, en tout cas amener son vice-président à démissionner. Et à partir de ce moment, ouvrir la brèche à son fils, qu'il pourrait nommer vice-président, comme le prévoyait la Constitution. Et par rapport à ce statut de vice-président, ou à la possibilité de ce vice-président de devenir président de la République ou pas, rien n'est précisé dans le texte constitutionnel. Seul Wade sait. Pourtant, cette intention qu'on lui prête était sur toutes les lèvres, bien avant même l'introduction de ce projet de loi. Déjà en 2008, alors qu'il prenait part à une rencontre sur la fracture numérique à Lyon, en France, je lui pose la question lors de la conférence de presse autour de Gérard Collomb, maire de la ville, et de Alain Madelin, ancien ministre français. Le chef de l'État tape du pied. Attendez que je pose le pied à Dakar, vous me poserez la question, je vous répondrai. Et plus tard dans les couloirs, j'ai compris que le sujet était tabou, surtout devant l'opinion internationale. C'est toi qui m'interrogeais. Pourquoi tu ne m'interroges pas à Dakar? Viens à Dakar m'interroger. Attends, je vais te dire une chose. Pourquoi vous choisissez l'insolence? Non, attendez. Pourquoi vous choisissez l'insolence et vous choisissez l'extérieur? Vous savez que vous me posez des questions au Sénégal, je vous répondais. Venez au Sénégal, je vous réponds. Vous comprenez? Mais vous transposez. Vous avez la manie de... Vous croyez que les Français parlent comme ça à Sarkozy? Wade voulait faire accéder son fils au trône. Mais d'autre part, il ne pouvait pas y arriver parce que le Sénégal n'est pas une monarchie. Aujourd'hui, l'ancien super ministre, fils du président Wade, est poursuivi pour enrichissement illicite. Karim Wade a été arrêté le 15 avril 2013. Le président Wade n'aura pas réussi son coup, si bien entendu, tel était son plan. De prime abord, ça ne transparaît pas au niveau de la loi, mais il faut examiner la loi au fond. Essayez de voir avec le dispositif de l'article 10 de la loi, de la loi de 2011. Dans un premier alinéa, on dit que lorsque le vice-président est touché par une incapacité définitive, c'est-à-dire de quelque nature que ce soit, ce vice-président pouvait être remplacé par un autre vice-président nommé par le président de la République. On est parti à un alinéa suivant pour dire
que lorsque le président de la République est lui-même définitivement empêché, il devait être remplacé par le vice-président. Et ce vice-président nommait un autre vice-président. Donc, de lui, on passe à des autorités qui, en définitive, devaient être nommées, le vice-président. Et le texte précise que le vice-président qui est nommé dans ces circonstances ne pouvait être président de la République, ne pouvait remplacer le président de la République. C'est justement l'imprécision de ces dispositions qui pose problème. La révision de 2008, on a modifié l'article 27 de la Constitution qui prévoyait que le mandat du président de la République était de 5 ans. Ce mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Et ensuite, le deuxième alinéa disait cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire, que par voie de référendum. Pour modifier cet article 27, on s'en est limité à la voie législative en disant ou en interprétant de façon grammaticale qui n'était même pas acceptable, en disant que lorsqu'on dit que cette disposition ne peut être modifiée que par une loi référendaire, ça ne concerne pas la disposition de tout l'alinéa premier, mais ça ne concernait que la deuxième phrase. Donc, on s'est appuyé sur peut-être cette imprécision qui n'en était pas une de la rédaction de l'article 27 pour modifier l'article 27 de la Constitution en pensant que par la voie législative. Or, c'était la voie référendaire qui était la bonne. Si on faisait une petite translation par rapport à la loi du 23 juin, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec les dispositions de l'article 10, en disant que le vice-président nommé dans ces circonstances ne pouvait remplacer le président de la République, je suis persuadé que les auteurs de la loi pensaient pouvoir manipuler le texte pour que le vice-président peut-être qui remplaçait le président de la qui remplaçait le vice-président qui lui avait remplacé le président de la République frappé d'incapacité, ce vice-président, ils vont dire, ne peut en aucun cas devenir président de la République. Mais le premier vice-président, le vice-président qui est visé dans l'alinéa précédent, c'est-à-dire le vice-président qui avait été nommé vice-président suite à l'incapacité définitive du premier vice-président qui a été élu, celui-là, on allait dire qu'il pouvait devenir président de la République. Et pour moi, c'était la brèche ouverte pour assurer une dévolution monarchique du pouvoir. Pour les contestataires, il n'était même pas question d'accrocher l'éventualité du micmac sur l'arbre des possibles. Et le jour de la séance plénière, le 23 juin 2011, le pouvoir de Wade a vacillé. Nous, on est arrivé du côté de la cathédrale. Il y avait déjà des barrières par-ci. Il y avait aussi une manifestation. Il y avait les gens du PDS de l'autre côté, avec les monsieur Farba Senghor et autres. Et il y avait les étudiants aussi qui arrivaient un peu de partout. Quand ils ont vu tout ce peuple arriver, on a vu aussi certains députés qui sortaient, qui faisaient le tour pour justement essayer de dire que toute cette foule, c'est nous qui l'avons amenée ici. Ce jour-là, les députés, c'était le peuple sénégalais. Donc il n'y avait pas de députés du peuple ou quoi que ce soit. On nous a tiré des lacrymos. Donc les gens ont reculé. Il y a eu la voiture, le camion qui versait de l'eau, qui essayait de disperser. Mais au départ, on n'était pas si nombreux que ça, mais plus on allait, plus le nombre augmentait. Il fallait faire quelque chose. Si on laissait faire, le peuple allait attaquer ces polices. Parce qu'à un certain moment, on voyait le nombre de pierres qui s'abattaient sur eux. On voyait le nombre de... Voilà, comment ils étaient vraiment, on va dire, pris au piège. Heureusement qu'on a eu le réflexe de calmer les jeunes. On a eu le réflexe de prendre les choses en main et de leur dire stop. Mais heureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand on parlait, on nous écoutait. Ceux qui brûlaient, on leur disait, c'est pas le moment. Ce que vous brûlez, ça ne les atteint pas. Ils ont leurs vitres teintées, ils ont leur climatisation. C'est nos mamans et nos papas qui sont asthmatiques qui vont respirer ce pneu-là. Donc, au lieu de brûler, allez vous inscrire sur les listes électorales et sanctionner avec votre carte d'électeur. C'était le discours de Y'en a marre. Ça a toujours été ce discours. Et ce sont des choses dont personne ne parle. Ce jour-là, le réveil fut brutal pour le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Ce matin-là, ce sont des flammes qui ont sorti Maître Abdoulaye Babou du lit.
Il était 4h30 du matin. C'est vrai que généralement on se lève à 5h, ce qui fait qu'on ne dormait presque pas. Mais il paraît que c'était une voiture L200. Donc c'est tout ce qu'un jeune du quartier a vu dans la nuit. Et c'est au moment où j'essayais de discerner ces bruits-là qu'on a frappé très fort à la porte. Et quand je me suis penchée sur le balcon, j'ai vu la C5 en flammes. Donc dès l'instant que c'est des dégâts matériels, on ne peut que rendre encore grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, une partie de l'opinion se demandait est-ce que réellement le feu n'a pas été mis délibérément, voilà, donc histoire d'attirer l'attention sur lui. Le constat que j'ai fait, c'est que quelque part lui aussi, il était vraiment impliqué dans ce projet. Évidemment, est-ce qu'on n'était pas en train de dire oui, c'est du fait de son engagement que les gens sont venus brûler sa maison. Donc, en tout cas, lui seul sait où se trouve la vérité. Je ne fais que relayer, disons, ce que pensait une partie de l'opinion. Malgré tout, l'avocat ne se laisse pas intimider. Il réitère sa détermination à aller jusqu'au bout de l'opération. Il réaffirme sa loyauté à Maître Wade. C'est sous une forte protection policière qu'il se rendra à la place Soweto, le siège de l'Assemblée nationale, très tôt pris d'assaut par de nombreux citoyens avec un seul slogan « Touche pas à ma constitution » ou encore « Y'en a marre ». Toutes les catégories sociales étaient représentées. Le chef d'entreprise qui avait abandonné très tôt son entreprise parce qu'il avait le sentiment que c'était sa sécurité personnelle qui était menacée. Il y avait le commerçant qui avait naturellement fermé sa boutique pour aller, cette fois-ci, répondre à l'appel de la République. Il y avait. Et c'était cela qui fait la grandeur du peuple. C'était un moyen de leur dire que notre constitution n'était pas un cahier de brouillon. Voilà. Et Wade voulait prendre notre constitution comme un cahier de brouillon. Il voulait insulter la mentalité sénégalaise et le peuple s'est levé ce jour-là. Le déclic, c'est l'arrestation de nos camarades la veille. Le déclic, c'est la prise de conscience des Sénégalais qu'il fallait faire quelque chose. Le déclic, c'est d'avoir eu, on va dire, des mouvements à l'image de Y'en a marre ou à l'image de pas mal de gens aussi qui ont su mobiliser un peu les Sénégalais. Les députés poursuivent les travaux dans l'hémicycle pendant que la manifestation prenait de l'ampleur devant les grilles de l'institution. Soudain, un responsable libéral s'invite dans la foule et improvise une contre-manifestation. Le geste de Farba Senghor est perçu comme une provocation et tout bascule. Les forces de police dispersent la foule pendant que l'on apprend qu'un effet domino était déjà en route. Le mouvement a atteint l'intérieur du pays. En tant que responsable d'éthique, mon rôle était de diffuser l'info sur les réseaux sociaux et envoyer aussi des textos aux chefs d'esprit de chaque région. Alors je leur ai envoyé des textos pour les mettre au parfum de ce qui se passait. Et chaque esprit manifestait dans sa localité à sa propre manière. J'ai aussi relayé les infos aussi sur la page Facebook de Y'en a marre. Et Kaolack qui a manifesté avant que nous ne manifestions ici à Dakar. Il a été le premier à être arrêté dans le mouvement. C'est eux qui ont déclenché. Il a été bastonné et arrêté. Puis Dakar a pris et on a relayé ça. Les autres régions ont pris, Thiès, Kaffrine et autres, ils ont compris. Les manifestants de la place Soweto en voulaient encore au chargé de la propagande du PDS. L'ancien ministre a sans doute vécu ce 23 juin 2011 la plus grosse désillusion de sa carrière politique. Les forces de police l'ont exfiltré de son domicile. Son arme à feu n'a pas cassé la détermination des manifestants. Un fusil de chasse au nom de la légitime défense. On était à la place Soweto lorsque Farba a débarqué. Voilà, donc d'abord, moi ce qui m'a frappé ce jour-là, j'ai dit mais tiens, comment Farba a eu le courage de traverser tout ce beau monde pour aller vraiment à l'hémicycle. De quand on jugeait que c'était de la provocation, mais peut-être que c'est quelqu'un aussi qui voulait lancer un message à l'endroit de son mentor Abdoulaye Wade qui suivait aussi les images. Voilà donc pour montrer que si les autres libéraux vraiment n'ont pas pris leurs responsabilités, moi, Farba Senghor, je prends mes responsabilités.
Les gens qui étaient présents ici l'ont vu comme une sorte de provocation. Et c'est vrai, c'est pas normal. Il était là avec ses nervis, que je connais, beaucoup d'entre eux je les connais. Et heureusement qu'après ils ont déserté. Ils nous ont dit on a déserté la place. Je pense qu'il a échappé belle. Hein. S'il n'avait pas été exfiltré par les forces de l'ordre, évidemment, peut-être que l'irréparable aurait pu arriver. Lorsque vous parlez de l'épisode de Farba Senghor, il y a aussi Cheikh Tidiane Gadio. Et les journalistes à l'époque avaient relayé qu'effectivement, c'était ces bodyguards, n'est-ce pas, qui étaient à l'origine vraiment des déboires que, disons, l'ex-ministre des Affaires étrangères a eu, y compris même l'autre, le responsable Arano, Aluntine, qui a été molesté, brutalisé, et finalement, on l'a amené à l'hôpital. Voilà. Retour à l'Assemblée nationale. Voilà. Voilà, très bien. Très bien, donc apparemment, Ahmed, merci beaucoup. Donc le domicile de Farba Senghor, saccagé, des véhicules brûlés. L'ancien ministre libéral ne souhaitait pourtant que tenir sa contre-manifestation pacifique autorisée par le ministère de l'Intérieur. C'est ce qu'il me confie au téléphone au moment de ma collecte, après plusieurs appels et SMS sans réponse. Finalement, il rappelle, et dans la demi-heure qu'il m'accorde au bout du fil, il m'apprend que l'information selon laquelle il aurait tué 2 jeunes ce jour-là est parvenue à Ouad en plein conseil des ministres. Au même moment, les radios et télévisions relaient l'info. Celle-ci attise le feu, la capitale s'embrase. Mais non, il faut arrêter. Farba Senghor, heureusement aussi qu'on a canalisé la foule pour qu'ils n'aillent pas chez eux. Même si certains se sont faufilés et ont réussi à atteindre leur maison. Sa fille, je me rappelle de sa fille, à un certain moment qui a été attaquée. Heureusement que Abdou était là. Donc ce sont des choses dont personne ne parle. Personne ne parle de ce genre de détails-là. Mais c'était de la provocation. Parce qu'on ne voit pas un peuple énervé, un peuple qui en a marre, un peuple qui se soulève pour dire non. Et on vient faire le tour de ce rond-point pour justement narguer ce peuple. Mais eux qui étaient présents, ils ont vu un peu le rôle qu'on a joué pour essayer d'éteindre, de calmer un peu les populations. On a donné pas mal d'informations, même mort d'homme, on a parlé de mort d'homme, mais au finish, c'était pas avéré. Donc, vous savez, quand un événement comme cela se passe, évidemment, les journalistes sont très fragilisés parce que des informations viennent de partout, ils n'ont pas le temps de vérifier. En tout cas, certains de nos confrères ont mordu à l'appât vraiment j'allais dire, du sensationnel. Donc là, vous joignez. Monsieur le ministre. À l'intérieur de l'Assemblée nationale, les travaux sont suspendus. Les députés de la majorité sont réunis pour une consultation d'1 quart d'heure. Finalement, la réunion durera plus d'1 heure. Par la suite, le pouvoir recule. Une modification de taille est apportée au texte de la controverse. Ce que l'on a appelé jusque-là le quart bloquant est retiré de la copie. Certains députés de la majorité opposés au projet de loi applaudissent. C'est une bonne sagesse, je pense, de la part du président de la République, mais il faut déplorer donc, que ce soit vraiment le médecin après la mort. La majorité des députés avaient dit au président de l'Assemblée, au président du groupe, au président de la commission des lois, d'aller voir le président et discuter avec lui. Parce que pour nous, il est inadmissible, après avoir mobilisé, après avoir combattu avec Abdoulaye Wade pendant plus de 26 ans, pour rabaisser l'âge électoral, pour faire un droit fondamental, une exigence, l'isoloir, l'urne transparente, la mobilisation des jeunes, le quart bloquant et revenir et avoir profité de cela pour accéder au pouvoir. Je dis que nous, au niveau de l'exécutif, c'est comme si nous ne sommes pas considérés. Mais ne fallait-il pas éviter tout cela? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans la rue. Autrement dit, la rue a eu raison sur vous. Non, je ne pense pas.
c'est nous qui avons eu raison sur nous-mêmes. Comment ça? Président, nous avons vu ici, avec la procédure d'urgence utilisée, l'adoption du projet de loi instituant le vice-président, ça fait maintenant 2 ans. Où est ce vice-président? On l'a nommé. Et pourtant, on a ridiculisé l'Assemblée nationale. On l'a convoqué en procédure d'urgence. Elle a adopté ce projet. Et on a créé le vice-président. S'il vous plaît, en urgence. Où est-ce qu'il est maintenant? On l'a nommé. Donc, pour en revenir à ça, le gouvernement décide de retirer la disposition qui concernait pour le président de la République et son colistier de pouvoir être élu avec 25% des suffrages. C'était en fait pour amener les gens à se focaliser sur cette minorité d'élections et à laisser passer autre chose qui, à mon avis, était beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereux, qui était l'article 10, qui permettait de manière très nette la dévolution monarchique du pouvoir. Donc, dans un premier temps, on a retiré ces 25%. Les gens ont insisté, le peuple a insisté en disant qu'on ne veut pas du retrait de cette disposition, mais on veut purement et simplement le retrait de la loi. Merci. Mais il faut retirer ce projet de loi. Je ne le voterai jamais et le peuple ne le votera pas. Car à ceux qui le voteront. Les passions se déchaînent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'hémicycle. Les manifestants sont surexcités. L'idée même de déloger le locataire de l'avenue Léopold Senghor traverse l'esprit de certains meneurs. La police s'essouffle. Nous avons vu des députés quitter l'Assemblée, l'hémicycle, venir jusqu'à la porte et de dire « oui, moi je me désolidarise, je ne vais plus voter le projet de loi ». Donc tout cela vraiment a donné du courage aux manifestants. Certains ont dit que c'était le quart bloquant. Non, le quart bloquant ce n'est pas ça. Le quart bloquant, c'est un dispositif électoral qui permet, pour être élu au premier tour, d'avoir au moins 50% des suffrages exprimés, et ces 50% doivent représenter au minimum le quart des inscrits. C'est ça le quart bloquant. Donc c'est un dispositif qui permet d'avoir une plus grande légitimité pour l'autorité qui serait élue à la suite d'élections. Donc ça, ce n'était pas le quart bloquant. Moi, je l'appellerais plutôt le quart débloquant, parce que pour être élu avec 25% des suffrages exprimés, on a au moins 75% des suffrages exprimés contre. Donc ça pose problème. Et ça nous faisait rire parce que à l'intérieur de l'hémicycle, on était tenus informés des décisions. Nous, même quelque part à l'Assemblée nationale, vers midi, on savait déjà que la loi n'allait plus passer. Tout le reste était une stratégie pour peut-être montrer aux landerneaux politiques et aux citoyens ordinaires que, écoutez, nous sommes dans du marchandage et que on va essayer de donner par quart ou par moitié pour arriver un tout petit peu, si on essaie des derniers coups pour voir si on peut calmer l'ardeur des Sénégalais ou si on peut avoir une moitié de loi qui pourrait, dans le jeu politique ultérieur, être décisif. Ce jour-là, moi, j'étais en réunion du Saint-Pix, non loin, à quelques encablures de l'Assemblée nationale, à notre siège sur l'avenue de la République. Et lorsque vraiment les manifestants ont commencé, nous, on est descendus, on a dit, bon, il faut qu'on arrête la réunion, et puis nous sommes allés. Et en descendant de l'immeuble, juste à fait en bas, je vois un reporter et qui, en direct, voulait signaler une chose qui nous a paru un peu dangereuse s'il se mettait vraiment à révéler la chose. C'est qu'à un moment donné, les policiers n'avaient plus de lacrymogène et ils voulaient le signaler, ils voulaient le dire à l'antenne. Ah, nous, en tant que le réflexe de journaliste, nous avons dit non, c'est loin d'être la censure, vraiment c'est toute la responsabilité. Parce que le problème c'est quoi? C'est qu'on se dit, c'est vrai, lorsque vous entendez les journalistes dire oui, les faits sont sacrés, oui, les faits sont sacrés, c'est vrai, mais il ne s'agit pas de se limiter à cela, parce que si c'était cela, nous serons simplement ce qu'on dirait, ouais, des rapporteurs. Mais les ondes et autres fréquences avaient déjà envahi les domiciles des plus casaniers. L'événement est retransmis en direct sur toutes les chaînes et la fibre patriotique a tenu en laisse des centaines de citoyens jusqu'à la place Soweto. Le temps s'arrête, la notion de l'heure se perd. Il ne restait plus
qu'un peuple, un but, une loi. Touche pas à ma constitution. Dans l'après-midi, le régime de Wade capitule. Du palais de la République, le président de la République aussi suivait ce qui s'est passé à Soweto. Quelque part, il ne pouvait pas ne pas vraiment reculer, même si à un moment donné, on a distillé l'information comme quoi ce sont les chefs religieux, n'est-ce pas, qui ont dû intercéder en faveur du peuple. Bon, l'un dans l'autre, on a constaté qu'au finish, le projet a été retiré. Il y a aussi quelque chose qui fait mal. Moi, c'est de la France qu'on m'a appelé pour me dire, vers 15 heures, quoi, que le projet va être retiré. C'est comme si on n'avait pas la main mise dans notre propre pays, comme si les choses se décidaient ailleurs. C'est humiliant. Nous n'avions pas de radio. Mais de temps en temps, des policiers gentils venaient nous dire oui, ils vont vous libérer bientôt parce que le ticket sera retiré. On n'avait même pas pensé qu'on allait être arrêté. Il fallait manifester. Mais on avait aussi confiance à Kilifeu, à Simon, à tous ces Yanamaristes, à Fadel, à Sophia, au mouvement en général, aux jeunes Sénégalais. On était en train de se battre contre quelque chose d'anticonstitutionnel. Après l'avoir retiré la loi, 10 minutes après, eux, ils voulaient faire un acte anticonstitutionnel. Okay. Les politiques, il faut dire les choses telles quelles. Parce qu'on les entendait, ils étaient là, les Sénégalais étaient là, qui nous regardent, ils étaient là. Maître Abdoulaye Wade a été élu de façon démocratique et ils voulaient le déloger comme ça. Pourquoi? Non, on a dit qu'on n'allait pas rentrer dans ce jeu, qu'on n'était pas là pour ça. Si on n'avait pas fait ce mouvement vers le commissariat central, vous avez vu le monde qu'il y avait ici, c'était le palais. La première impression que j'ai eue, c'est que ce n'est pas le président de la République qui a retiré la loi. C'est le peuple qui a rejeté la loi et c'est différent. Avec cette journée du 23 juin, que définitivement, plus certaines choses ne pourront plus se passer au Sénégal. Pour la première fois dans l'histoire, on a vu que le peuple sénégalais était déterminé à aller jusqu'au bout. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour sauver l'honneur du Sénégal. Et ça, c'était un signal fort. Dans ce caractère chaud de la journée, évidemment, les journalistes ont joué leur partition. Même si, avec le recul, je me dis, quelque part, nous avons commis beaucoup d'erreurs qui auraient pu être vraiment fatales pour notre démocratie. Quand j'écoute encore ce jour-là, c'est vous-même qui étiez sur le plateau, et Ahmed Aïra était sur le terrain et d'autres reporters, vous avez interrogé quelqu'un pour le faire réagir. On avait l'impression que bon, la personne que vous interrogez au bout du fil n'était pas du camp de l'opposition. Et vous disiez, mais non, on n'a fait que décrire les faits. Et là, je me dis, mais bon, pourquoi se justifier? C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la couverture, disons, de cet événement. Et quelque part, à l'époque, les journalistes étaient beaucoup plus proches, j'ai dit bien beaucoup plus proches du peuple plutôt que vraiment du régime à l'époque en place. Je l'ai coupé ou je l'ai laissé s'exprimer? Vous l'avez laissé, à un moment donné vous voulez en finir, il vous a dit, non, et il vous a même fait la remarque, il vous disait, mais vous avez laissé les autres s'exprimer. Après vous lui avez dit non, maintenant vous avez 5 minutes. Cela a renforcé le pouvoir de la rue ce jour-là. Au moment de motiver la décision, les présidents de l'Assemblée nationale et du groupe parlementaire libéral semblent afficher un mépris. Mamadou Seck et Doudou Wade parlent d'une intercession de la part des chefs religieux et des SMS de menaces de mort contre les députés de leur camp. Parce que ce qu'il avait fait retirer la loi, ce n'est pas le souvenir qu'il avait des propos de Mme Abdou. C'était plutôt la pression de la rue et le fait qu'ils avaient tous le sentiment que le Sénégal, un et indivisible, avait dit non. Ce qui a lieu, c'est que tout ce que l'on a invoqué après, pour justifier le trait, on aurait pu l'invoquer avant pour ne pas amener la loi à l'Assemblée nationale. Ce n'est même pas respecter ce peuple-là. Yeah. Dans tous les cas, il fallait trouver une porte honorable de sortie. Il ne fallait pas aussi donner l'impression que les députés, disons, ont cédé à la pression de la rue. Et d'ailleurs, ce n'est même pas bon pour le pays, ce n'est même pas bon pour nos institutions. Le 23 juin 2011 a accouché d'une organisation éponyme qui regroupe des politiques, des membres de la société civile, des organismes de défense des droits de l'homme et autres sensibilités. Une sentinelle selon ses membres de la démocratie et de la justice sociale. Le mouvement du 23 juin, le M23, a combattu la candidature jugée anticonstitutionnelle de Maître Abdoulaye Wade en 2012. Sans succès, la présidentielle qu'il perd tout de même au profit de l'actuel chef de l'État, Macky Sall.
J'aimerais beaucoup qu'on parle de ces milliers de jeunes qui sont encore dans les prisons. On parle de Malal parce que peut-être c'est une figure connue. On va parler de Barthélémy Diaz, de quelqu'un d'autre parce que c'est des figures connues. Après le 23, après le 27, des jeunes sont encore en prison, en détention préventive. Et puis après, qui sont libérés. Ils étaient au nombre de 30 à 40. Ils sont libérés. Ils attendent d'être indemnisés parce qu'ils étaient sortis pour refuser une certaine forfaiture. Plusieurs sont accusés de viol et sont encore là-bas. Les jeunes de Colobane, accusés, arrêtés pour le meurtre de Fodé Ndiaye, sont encore là-bas. Ça, c'était bien après. Mais tout est lié. Pourquoi tout est lié? Parce que les luttes, les combats dans la rue ont commencé à partir du 23 juin. En prison. Ils veulent un procès. Ils attendent un procès, ils doivent être jugés. Des jeunes sénégalais arrêtés dans un contexte de contestation, de mobilisation citoyenne, croupissent encore en prison. Le combat ne sera pas vain.